Il va falloir beaucoup de temps pour que vous compreniez l'idée. Le monde est parfait comme il est. Mais peut-être qu'il faut enlever le mot « par ». Le monde est fait comme il est. Oui. Et lorsque vous passerez à un autre niveau d'évolution, vous verrez qu'il est parfait comme il est. Mais pour l'instant, malheureusement, je crois que vous ne pouvez être d'accord qu'avec le fait que le monde est fait comme il est. Si vous n'essayez pas de justifier vos émotions négatives, puisque beaucoup de gens, tous les bourreaux par exemple, justifient leur négativité, leurs atrocités, et tous ceux qui ont des émotions négatives, tant qu'ils ne savent pas la source des émotions négatives, les justifient aussi. Donc tant que vous ne justifiez pas vos émotions négatives, quelque chose peut se passer avec elles. Elles peuvent durer un certain temps ou se transformer. Si vous êtes dans la situation que vous avez évoquée, où on peut rester face à cette émotion négative, parce qu'on peut rester face à ça et voir ce qui se passe. Mais normalement, quand tu restes réellement face à une émotion négative, elle se dissout, parce que c'est la nature de l'émotion. Elle est ex movere. Émotion veut dire ça, ex motion, c'est du mouvement. Elle est mouvement. Elle ne reste pas. C'est impossible qu'elle reste, sauf à être vraiment névrotique. Et là, elle ne reste pas, elle est récurrente. Elle se nourrit à nouveau, toujours à nouveau. Et ça signifie aussi, si elle est névrotique, que tu as besoin à ce moment-là d'une aide, parce que c'est pathologique, parce que c'est une maladie. Mais sinon, la nature des émotions négatives et des émotions tout court est le mouvement. Donc on peut rester avec un certain temps, et si on reste avec elles, elles se dissolvent, elles entrent en mouvement et c'est normal. Si ce n'est pas le cas, on a besoin d'une aide, une psychothérapie, pour comprendre le blocage ou la récurrence de ces émotions négatives. Sinon, elles se dissolvent. Observez bien, vous verrez que c'est exactement comme ça. Mais il est vrai que si vous avez des névroses du type phobique qui reviennent constamment, là, vous avez l'impression d'arriver jamais à les quitter. Et à ce moment-là, les techniques comme celles que j'ai montrées ce matin vous sont une aide. Parce que, étant dans cette angoisse que provoque par exemple une phobie ou l'état de dépression, si facilement tu arrives à remplacer ce malaise et ce mal-être de l'angoisse ou de la grande tristesse qui peut être la tienne, ou de l'apathie qui peut être la tienne, par facilement un sentiment de bien-être, au moins ponctuellement, et c'est bien de ça qu'il s'agit à ce moment-là, ponctuellement, tu te sens mieux, tu peux agir mieux et tu peux peut-être commencer à entreprendre un autre type de travail pour dépasser ta tendance dépressive, ta tendance à te mettre trop en colère ou ta tendance phobique ou tes angoisses. Donc chaque chose est à sa place. Ce dont je parle est toujours dans un contexte particulier. Si je donne une technique, c'est toujours pour une chose particulière. C'est jamais la vérité absolue, c'est jamais bon pour tout et pour tout le monde et tout le temps. C'est toujours un petit bout comme ça, un petit fragment d'enseignement et c'est toujours un petit fragment de vérité pour l'un ou pour l'autre, dans telle ou telle situation. Oui. Mais est-ce que dans nos émotions, qui peuvent être le trac par exemple, la peur, oui. On ne peut pas y trouver nos traits de caractère? Si. C'est pour ça qu'on passe normalement beaucoup de temps et c'est le début de tout travail, c'est l'observation. Oui. Je ne sais pas depuis combien de temps vous suivez les cours. Par correspondance 6 mois et dans un groupe de travail 2 mois. Oui, 6 mois. Donc vous avez vu à peu près combien de cours? Quarantaine peut-être? Quarantaine. Comme je le disais hier ou avant-hier, j'ai parlé des émotions négatives environ dans 1000 cours. Et quelques-uns commencent un peu à savoir ce que c'est une émotion négative. C'est ça? Mais ça peut aller beaucoup plus vite parce que, voyez, ce qui est très intéressant, Enea, par exemple, commence tout doucement à comprendre ce qu'est une émotion négative parce qu'elle a suivi les 15 000 cours et entretiens que j'ai dû faire. Donc elle commence. En général, quand je dis quelque chose comme ça le soir, elle vient près de moi, elle dit mais c'était sérieux là ce que tu le penses vraiment?
Non, il me faut toujours une tête de... Ah, ben non, il y a un monsieur qui est turc ici. Il est là? Oui. Bon, enfin, les Français disent, ils disent parfois, tu es une tête de turc. Et c'est une expression française qui n'est pas sympathique pour les Turcs. Oui. Mais les Anglais disent des Français qui sont des grenouilles, donc c'est pas mieux. Et les Turcs disent certainement quelque chose des Français aussi. Donc, en fait, j'ai besoin d'un punching ball. Voilà, c'est mieux ça. Et donc, j'en utilise un qui est capable de recevoir. D'amortir les coups, on appelle ça. Et parce que un certain nombre de personnes comme elle, et comme beaucoup d'autres ici, ont suivi 100, 200, 500, 1000 entretiens sur les émotions négatives, tout ce qui arrive aujourd'hui, ils entrent dans le champ de cet inconscient collectif, de ceux qui ont déjà compris beaucoup de choses. Et à ceux-là, ce qu'on appelle les nouveaux parfois ici, ceux-là, au lieu de mettre 10 ans à comprendre quelque chose, ils vont mettre quelques mois. Ils vont mettre 10 mois ou 1 an à saisir ce que d'autres ont intégré, travaillé, pour le faire entrer dans leur conscience, dans leur propre conscience individuelle. Et parce que c'est entré dans leur conscience individuelle, ça devient le bien commun de tous ceux qui viennent ensuite, parce que ça passe de cette conscience individuelle à cet inconscient collectif, ou à ce champ de force d'un enseignement. Donc, d'ici quelques mois, vous aurez fait le tour de ce que les autres ont mis 10 ans à commencer à comprendre. Je vous le souhaite. Vous avez été encore un peu plus persévérant. Il m'a dit, et vous répondez à ce qu'on écrit. Je dis peut-être. Oui. Et ceci n'est pas négatif, c'est simplement la réalité possible pour moi. Lorsque nous sommes ici, si vous voulez savoir quelque chose, ce que vous voulez savoir, vous pouvez en poser la question. Il n'y a pas de question taboue ici, il n'y a aucune remarque taboue, vous pouvez dire ce que vous pensez, ce que vous sentez, comme vous êtes. Avec juste un élément, c'est d'accepter ma réponse ensuite. Au moins de l'écouter, vous n'êtes pas obligé de la croire, mais au moins d'écouter. C'est tout. Mais bon, si vous posez des questions, c'est dans le but de recevoir des réponses. Et en même temps, il est vrai que chacun peut m'écrire. Et dans la mesure du possible, l'impossible, c'est que c'est ma réponse. Je ne réponds jamais, par écrit, ou extrêmement rarement. Par contre, dans la mesure du possible, je réponds tous les matins au petit déjeuner, lorsque les personnes, une dizaine, une vingtaine, parfois une cinquantaine de personnes viennent au petit déjeuner dans le cadre de l'école, non pas ici, vous savez qu'ici n'est pas le cadre de l'école. Tous les matins, il y a un petit déjeuner à quelle heure ? À 8 heures, et chacun pose les questions qu'il veut, et la plupart du temps, je ne réponds pas aux questions qui sont posées à ce moment-là, mais je réponds à toutes les questions qui m'arrivent par écrit, ou que d'autres m'ont posées à d'autres moments. Et parfois, je réponds aux questions qu'on me pose. Ce qui fait que toutes les réponses sont données, aussi bien à tout le monde qu'individuellement. Par contre, lorsqu'il s'agit de questions tout à fait personnelles, vous voyez, comment vous dites, intimes, qui concernent votre vie, et il faudrait un conseil. Si je vous donnais ce conseil, ne le suivez pas. À cause de ça, j'ai décidé de ne pas en donner. Donc je ne peux pas donner de conseil individuel à qui que ce soit. Vous avez compris que tout est parfait comme c'est. Et les choses sont parfaites pour moi parce que lorsque je décide quelque chose pour moi, je vais l'assumer. Je vais assumer la conséquence de ce que j'ai décidé. Et je ne peux pas vous donner un conseil dont vous n'assumeriez pas la conséquence. Par contre, tout ce que vous déciderez, vous, si vraiment vous en prenez la responsabilité, vous assumerez la conséquence, et il est sûr que c'est ça qui vous fera évoluer, parce que vous assumez vos propres décisions. Et si vous avez vraiment du mal,
Il y a des gens qui sont formés pour ça. Il y a des thérapeutes, des coachs, des conseils, des experts en tout genre. Évitez-les tous, mais sachez qu'ils existent. C'est la raison pour laquelle tout ce que je dis et qui peut être susceptible d'être cru, oui, tout ce que je dis et qui est susceptible d'être cru, ne le croyez pas. Repensez-le par vous-même. Si à ce moment-là, ça vous semble juste pour vous, gardez-le, ça vous appartient. Ce n'est pas quelque chose que j'ai dit alors. C'est quelque chose que vous avez repensé et qui vous appartient. Par contre, tout ce que j'essaye de faire, les choses essentielles que j'essaye de faire, c'est d'essayer de vous aider à penser par vous-même ou à penser différemment de ce qu'on a mis en vous comme mode de pensée. Et si ça peut vous aider, mon travail est accompli. Par contre, remettez en question tout ce que je vous dis et qui est lié à une forme quelconque de théorie ou de croyance. Il s'est passé pas mal de temps entre... Bon, ça ne signifie pas que je ne dise que des sottises, hein. C'est pas ça que je veux dire. J'essaye de dire des choses que je sais, dont je connais la vérité, c'est de ça que j'essaye de parler. Mais pour vous, il ne fait aucun doute que ce n'est pas votre vérité. Elle peut le devenir si vous le repensez par vous-même ou si vous allez chercher par vous-même et que vous trouvez la même chose. Alors nous partageons la même vérité. À un certain niveau, je comprends que la notion de bien et de mal est quelque chose de très individuel. Pour certains, ils peuvent trouver ça bien que des avions s'écrasent sur des tours. C'est l'évidence. Pour eux, c'est l'évidence, oui. Oui, pour eux, c'est l'évidence. Pour Ensuite, moi, par exemple, c'est une des pires choses qui existent. Mais oui. Mais oui. J'entends bien ça, et en même temps, donc, quand on a fait ce constat, le monde est parfait et qu'on est prêt à agir, on va agir en fonction. Je crois que vous ne m'avez pas compris. Je vous ai dit quelque chose qui appartient à un niveau de conscience particulier, qui n'est pas le vôtre. Donc tu ne peux pas dire que le monde est parfait. Et moi j'ai dit une stupidité en le disant. En vous le disant. Mais imaginons, on va faire comme si le monde était parfait. J'ai l'impression que ce que vous essayez de nous faire percevoir, c'est une autre vision du bien et du mal qui serait peut-être au-dessus. Mais mon problème, c'est que je la sens toujours comme possiblement à mettre en opposition avec une autre. Et j'arrive pas à sortir de cette dichotomie entre un bien et un mal. Oui, mais la position au-dessus intègre les opposés. Avec quand même une notion du bien, j'ai l'impression. Quand vous en parlez, dès que je commence à en reparler, je suis obligé de redescendre d'un niveau à un niveau pratique. Et au niveau pratique, je suis obligé de faire des choix. Les plus justes possibles, les meilleurs possibles, les plus vrais possibles, les plus beaux possibles. Ce matin, à un moment donné, vous avez dit qu'il était bien d'apprendre à penser sans le cerveau. Donc oui, mais comment on fait pour arriver à penser sans le cerveau ? Oui. Lorsque petit à petit, tu élargis ton champ de conscience, tu commences à le faire naturellement. Quelque chose se passe en toi lorsque tu arrives à quitter ce champ de tes théories, de tes conditionnements. Alors autre chose commence à avancer en toi. Et c'est ce que tu es vraiment, c'est ce qu'on appelle l'essence ou l'esprit. Donc petit à petit, on arrive à ça. C'est parce que justement, on pratique petit à petit cet élargissement de sa propre conscience qu'on entre en contact avec ce qu'est la conscience. Et la conscience est quelque chose qui se reflète dans le cerveau pour la plupart des pensées. Et
Une fois qu'on est arrivé à cet espace plus grand, on est en contact avec la conscience elle-même. Et la conscience elle-même n'est pas le cerveau, elle l'utilise. Et une fois qu'on est en contact avec ça, avec l'esprit que tu es, tu n'es pas obligé d'utiliser le cerveau pour penser. Tu peux encore l'utiliser, tu l'utilises encore beaucoup. Mais tu n'es plus obligé de vivre à partir de ce à quoi te conditionne ton cerveau. Vous savez comment ça fonctionne un cerveau à peu près? Dans la 4e voie, on parle de la science des impressions. La science des impressions, qu'est-ce qu'elle dit? C'est la science la plus importante dans la 4e voie. Et elle nous explique la chose suivante. C'est qu'il existe un monde extérieur et il existe un monde intérieur, ou un monde plus personnel comme ça. En tout cas, un monde intérieur. Et notre nourriture principale, après que nous ayons suffisamment respiré pour survivre, que nous soyons nourris pour survivre, notre nourriture principale est la nourriture des impressions. Et les impressions, c'est ce monde extérieur qui entre dans notre monde intérieur par les sens. Les sens, les oreilles, les yeux. Oui, tout le monde comprend ça. Je vais essayer de le faire simple, pas compliqué comme en neurobiologie du cerveau. On va faire très très simple. Tout le monde va comprendre ça. Il y a ce monde extérieur et c'est une impression qui entre en moi. Et vous savez comment ça fonctionne, ça? C'est le monde extérieur qui entre donc dans mon monde intérieur. Et en quelques millisecondes, mes sens et mon cerveau a perçu tout ce monde des impressions extérieures. Et dans mon cerveau, des circuits de neurones se sont organisés en quelques millisecondes. Ça, ce sont les impressions qui deviennent en moi une perception du monde. Et en quelques millisecondes, ça se passe évidemment comment? Tout à fait inconsciemment. C'est quelques millisecondes, même pas une seconde, quelques millisecondes. Et tout de suite après la perception, l'impression en moi, elle va se coller dans des endroits du cerveau où mon cerveau reconnaît déjà ou compare ces impressions, ces nouvelles impressions qui à chaque instant sont nouvelles, il les compare à de vieilles impressions et il les cale là-dessus. Et tout ça se passe inconsciemment. Par contre, s'il y a vraiment quelque chose de tout à fait nouveau dans mon environnement et dans les impressions, tout de suite mon cerveau, il tire la sonnette d'alarme et il dit peur. Tout ça fonctionne tout à fait inconsciemment. Et on va oublier l'histoire de la peur. Donc une impression entre en moi, elle allume des circuits de neurones dans mon cerveau. Cela en allume d'anciens circuits. Et tout ça se passe encore inconsciemment. Et ces anciens circuits, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, je reconnais ce monde extérieur. Et voilà ce que veut dire ce que tu as vu. Donc, que fait le cerveau? Il donne un sens à ce qu'on voit, à ce qu'on perçoit. Et vous savez comment ça se passe encore, ça? Ça se passe toujours encore dans votre inconscient, en quelques millisecondes dans votre cerveau. Et soudain, vous prenez conscience de l'impression. Et en même temps que de l'impression, vous avez pris conscience de quoi? De tout ce qui s'est passé juste avant. Pas seulement de l'impression, mais du sens que votre cerveau a déjà donné à l'impression. Vous arrivez à comprendre ça? Pourquoi le sens? Parce que tout simplement, les impressions qui sont entrées ont glissé dans de vieux circuits neuronaux qui ont animé immédiatement une émotion en vous, qui ont animé immédiatement une pensée de reconnaissance de ce que c'est, ce que vous avez vu, ou de comparaison.
et qui ont provoqué immédiatement en vous des réactions physiques. C'est-à-dire vos 3 cerveaux, vos 3 centres du point de vue de la PA, ont réagi immédiatement inconsciemment. Et soudain, vous devenez conscient, la seconde d'après. Donc vous êtes conscient de quoi quand vous percevez quelque chose? Vous êtes toujours conscient de quelque chose d'ancien. Parce que votre cerveau, quand vous devenez conscient, votre cerveau a déjà interprété l'impression que vous avez eue. Et c'est comme ça que fonctionne le cerveau. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe en réalité? Quand vous êtes conscient, qu'est-ce qu'il y a déjà en vous? Vous êtes déjà en train de réagir. C'est pour ça, à peine vous regardez quelqu'un, par exemple, vous regardez quelqu'un que vous aimez, oui, vous le voyez, qu'est-ce qu'il y a tout de suite en vous? Tout de suite, toutes les réactions de l'amour sont déjà là. De la sympathie, de l'attraction sont déjà là. Est-ce que vous avez eu le temps de les conscientiser? Est-ce que vous avez eu le temps de dire, tiens, celle-là, je l'aime, et maintenant, mon cœur va battre un peu plus vite? Ne me regarde pas. Oh. Oui. Et déjà, votre cœur bat peut-être plus vite. Déjà, toutes sortes de neurotransmetteurs, d'hormones ont déjà commencé à circuler et d'impulsions nerveuses ont déjà eu lieu dans votre corps, et vous n'avez été conscient de rien, et ce que vous faites n'est que réaction. Avant même que vous n'ayez conscience de quoi que ce soit. Tu vois, l'être humain est très conscient. Jamais. Jamais. Il est réactif. Il est conscient uniquement de ses réactions. Il n'est pas conscient de la prise d'informations, des impressions. Il n'est même pas conscient de tous ces mécanismes neurologiques en lui. Il est conscient uniquement des réactions après. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est ça ce qu'on appelle fonctionner avec son cerveau. Et cet enseignement vous dit, c'est comme ça. Et ça ne peut pas être autrement. Sauf si, quand tu commences toi à être conscient de ta réaction, tiens, ça c'est quelqu'un que tu aimes, ou ça c'est quelqu'un pour lequel tu as une aversion, tu peux t'arrêter. Et tu remarques simplement ta réaction. Tu as été complètement absent à la prise d'impression, tu as été absent à tous les mécanismes inconscients, mais tu es présent maintenant au moins à un endroit de ta réaction. Et tu attends, ancré dans ta respiration. Et tu crées un espace alors. Et à ce moment-là, il se passe un autre phénomène. Par exemple, pour les émotions négatives. Si tu as peur, quelqu'un parlait de peur des araignées, c'est ça? On va prendre une autre peur, de quoi vous avez peur? Pardon? De qui? Des animaux, des serpents, ou des animaux. Vous avez peur d'un chien, par exemple, un grand chien, vous voyez qu'il a de la bave, vous dites qu'il est enragé, oui? Donc vous avez cette peur. Vous voyez, vous imaginez comme ça un chien avec un peu de bave autour de la gueule, oui, et qui montre les dents. Oui. Bien, donc qu'est-ce qui se passe en vous? Il y a tout de suite les réactions de peur. Avant même que vous ayez pensé tout ça, hein? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ancrer dans dans la respiration. Et vous pouvez décider de donner le sens correct à la situation. Il s'agit d'un chien savant qui a appris à se brosser les dents. Ça, évidemment, c'est ridicule. Mais maintenant, dans d'autres situations, vous êtes face à quelqu'un que vous n'aimez pas parce que vous avez vécu des choses douloureuses avec cette personne, et immédiatement monte en vous ce sentiment d'aversion ou même de haine, en tout cas une colère peut-être. Ça, c'est automatique, à cause de votre vécu, à cause de votre passé. Vous avez des émotions qui montent, négatives, vous avez des sensations physiques qui montent,
Certains, quand ils sont face à quelqu'un qu'ils n'aiment pas, qui leur a fait du mal, ils sentent comme une douleur à l'épaule parce qu'en fait, ils la bloquent plutôt que de lui donner un coup. Oui. Ou bien ils sentent un tremblement intérieur, ou bien ils sentent la gorge qui se noue ou l'estomac qui se noue. Oui. Chacun réagit à sa manière. Et en même temps, des pensées viennent. Ces pensées du mal que l'autre a fait et qui risque de faire à nouveau. Vous comprenez, il y a toutes ces réactions. C'est-à-dire que votre perception de l'autre vous amène immédiatement à donner d'abord inconsciemment, un sens à l'autre, une signification à cette rencontre. Ça, c'est automatique, c'est mécanique, c'est l'être humain endormi à lui-même, l'être humain qui n'est pas libre. Si vous êtes ancré en vous, si vous avez créé un peu d'espace en vous, si vous êtes dans le rappel de vous, vous voyez toutes ces réactions, cette émotion, cette colère, cette réaction physique, ces pensées qui vous viennent, vous les voyez. Et la première chose que vous pouvez faire, vous pouvez décider de donner un autre sens à cette rencontre. Vous pouvez décider, tiens, j'ai un contentieux avec cette personne, et maintenant je peux peut-être essayer de trouver une conciliation. Ça, ce serait une autre façon. Ce serait une autre façon de rencontrer l'autre. Le sens premier qui s'impose à vous, c'est celui qui vient de votre passé. Et parce que vous avez créé un certain espace, vous pouvez donner un autre sens à cette rencontre. Tout en voyant, c'est ça les émotions négatives, tout en voyant les réactions intérieures qui sont les vôtres. Émotions, pensées, réactions corporelles. C'est ça l'observation de soi. C'est d'observer tout ça, et non pas comme l'animal de ne pas pouvoir faire autrement que d'aller dans le sens de ces réactions, vous pouvez prendre un tout petit peu de recul en vous rappelant vous-même et en décidant de donner un autre sens à cette rencontre, à ces impressions. Et si vous êtes en chemin, sur un chemin spirituel ou un chemin intérieur, vous allez chercher l'attitude noble, ou le sens noble, ou le sens qui mène à une forme, non pas de conflit, mais de conciliation. Et c'est ça ce que vous allez essayer de mettre en place. C'est-à-dire que non seulement, parce que vous prenez un peu de recul, vous ne vous laissez plus imposer le passé par votre cerveau, c'est bien de ça qu'il s'agit, et par tout votre corps, mais vous décidez de commencer à vous libérer. Vous vous donnez un autre choix. Dans certains cas, vous direz non, ma réaction là, elle est saine, elle est juste, c'est vous qui décidez, et vous suivez ça simplement. Ou bien soudain, vous prenez conscience aussi du coup de pied donné au chien, vous prenez conscience de ça et vous décidez autre chose, parce que vous avez eu un moment de rappel de vous. Et donc, la première étape est d'arriver à prendre une certaine distance, de créer un nouvel espace de liberté, de choix, du sens qu'on donne aux impressions qui entrent en nous, aux situations qui viennent. La liberté, ce n'est pas la situation qui arrive. La situation, la plupart du temps, elle s'impose à nous. Nous sommes tous dans des situations familiales, professionnelles, sociales. Ça, c'est le monde qui s'impose à nous. Mais comment nous allons donner un sens à ce monde, ça, c'est le début de notre liberté possible. Si nous ne donnons pas le sens automatique, réactif de notre éducation et notre conditionnement, évidemment. Là, il n'y a plus de liberté non plus. Toutes les idéologies enferment comme ça. Et nous pouvons redonner un sens, et après avoir donné un sens, nous pouvons voir est-ce que le fait d'avoir donné un nouveau sens à cette rencontre, par exemple, me permet d'avoir une autre action. Non pas la réaction automatique, si je ne suis pas conscient de tous ces processus, mais est-ce que je peux maintenant agir, être créatif, plutôt que de subir simplement mes réactions neurologiques et les réactions de mon passé, mes schémas de pensée anciens, mes émotions négatives. Est-ce que je peux agir différemment? Ou bien, et c'est souvent le cas, est-ce que malgré tout, je ne trouve pas la force de sourire à celui que je n'aime pas? Oui, vous avez vécu ça souvent. Vous dites là, aujourd'hui, celui-là ou celle-là, je veux la rencontrer. Ou bien,
en ouvrant les yeux, que je vois celui qui dort à côté de moi ou celle qui dort à côté de moi. Aujourd'hui, la paix. Il fallait sourire. Et à peine vous avez ouvert un œil. Tiens, c'est bizarre, pourquoi ça vous fait rire? Je ne trouvais pas ça comique du tout, moi. Oui, mais bon. Oui, ça va très vite. On prend des décisions et les décisions, on n'arrive pas à les appliquer. Pourquoi? Ou bien d'autres situations, vous dites là, il faut que je garde mon calme cette fois. Et vous n'arrivez pas à garder votre calme. Parce que vous ne vous êtes pas assez exercé, vous n'avez pas assez de force, vous n'avez pas assez d'énergie pour appliquer ce que vous avez décidé. Mais à force de faire ce type d'exercice, petit à petit, vous avez l'énergie suffisante. À force de vous être planté 10 fois, 100 fois, peut-être 1000 fois, un jour, parce que vous vous êtes planté, vous savez comment on fait autrement. Et ça, c'est le processus d'apprentissage et d'évolution. Il est comme ça progressif parce qu'on s'exerce. C'est la raison pour laquelle, si vous partez d'ici et que vous n'avez pas au moins un exercice sur lequel vous allez vous exercer, vous aurez perdu votre temps. Vous serez juste comme ces mules, avec un livre de plus sur le dos, mais vous restez une mule. Mais vous pouvez aussi entrer dans un cycle d'évolution où vous lisez rapidement le livre, où vous avez entendu les informations, et vous m'oubliez, et vous oubliez tout ça, et vous mettez en pratique quelque chose. Et là, vous évoluez. Et c'est ça la condition. La condition est de percevoir les réactions automatiques basées sur le passé, sur les schémas de pensée, sur les émotions négatives, de les voir, de transformer leur sens en leur donnant un sens plus élevé, c'est ce dont nous parlons, et ensuite d'essayer de pratiquer quelque chose de meilleure qualité, sans subir ces réactions et ce sens qu'imprime votre inconscient et votre cerveau. Bon. Saisissez un peu l'idée? La liberté, elle se trouve à cet endroit-là, le début de la liberté. Oui, les gens veulent toujours être libres. La plupart des gens, peut-être vous, si vous allez parler aux gens, ils vont vous dire que leur liberté, c'est de réagir comme ils veulent. Dès qu'on a compris un peu comment fonctionne le cerveau, ou l'inconscient tout simplement, c'est à peu près la même chose, on trouve toujours que c'est une plaisanterie quand les gens vous disent « moi je veux vivre naturellement, pouvoir réagir spontanément, librement ». Et vous savez parfaitement qu'il n'y a rien de spontané, qu'il n'y a rien de libre, qu'il n'y a qu'une mécanique à cet endroit-là. C'est pour ça que Gurdjieff dit « l'être humain est une machine ». Mais oui, tant qu'un être humain ne s'est pas éveillé, qui n'a pas créé cet espace, il est une machine. Il réagit comme une machine, comme une mécanique. Et le travail sur soi est un travail d'éveil à autre chose et de développement d'autre chose, de cette capacité d'une conscience différente. Moi, je connais beaucoup de gens sur un chemin spirituel, interprètent les oppositions comme un signe du destin et du karma qu'il faut changer de direction. En réalité, les oppositions dans notre vie, nous les avons décidées. Non pas pour les éviter, mais pour qu'elles nous servent réellement à faire cet effort qui nous permet d'accéder à nos talents, à nos dons ou tout simplement à nos ressources, de façon à ce que nous puissions nous développer pleinement et non pas fuir chaque fois, dévier chaque fois qu'une opposition se présente. Et si nous rajoutons à cela les deux principes de Gurdjieff, qui sont l'effort conscient et la souffrance volontaire, à ce moment-là et seulement à ce moment-là, nous accédons, nous avons plutôt un pont qui nous permet d'accéder à l'énergie de notre essence. Parce que les oppositions dans la vie, qui n'en a pas ? Dans la vie ordinaire, il y en a toutes sortes. Les gens qui n'ont aucun intérêt pour le spirituel rencontrent toutes sortes d'oppositions. Et soit
dévie aussi, ou bien au contraire les affronte et les surmonte, ou bien reste en échec devant elles. Mais ce qui fait la différence entre quelqu'un qui est réellement sur un chemin intérieur ou un chemin spirituel, c'est que tout obstacle, toute opposition a cette signification-là. Je vais puiser dans mes ressources, peut-être même vais-je devoir faire un véritable effort conscient, ou bien vais-je devoir subir une forme de souffrance et volontairement je décide de l'assumer, c'est là que le mot assumer est à sa place, alors j'accède à quelque chose de plus profond que ma personnalité superficielle. La condition est évidemment l'effort conscient. C'est la conscience qu'on met à faire cet effort, en se souvenant de ce que je viens de dire, en comprenant le pourquoi, la relation qu'il y a entre cette opposition, cet obstacle et l'essence. L'essence, votre essence, elle pose devant vous votre karma, elle vous amène à l'endroit des obstacles et des oppositions. Et là, vous êtes libre. Libre de simplement continuer à subir ce karma, comme l'être humain ordinaire, soit à entrer dans cette dimension spirituelle où quelque chose de neuf peut exister. Il y a là un espace où quelque chose de neuf peut exister dès que vous prenez conscience qu'il s'agit maintenant de mettre en œuvre consciemment un effort, pratiquer l'effort conscient. Ou, lorsqu'on ne peut pas changer quelque chose, d'accepter, donc d'assumer cette souffrance de façon beaucoup plus consciente, et on l'appelle alors la souffrance volontaire. La souffrance volontaire n'est pas aller s'infliger des douleurs, c'est être capable, face à quelque chose qu'on ne peut pas changer, de l'assumer volontairement. Ça signifie sans plainte, sans révolte, sans émotion négative. C'est ça la souffrance volontaire. Et ça, c'est la condition pour à la fois accéder de façon beaucoup plus forte à tous les dons en friche en soi, à tous les talents qu'on peut encore développer, et surtout pour pouvoir entrer en contact avec qui nous sommes réellement, ces potentialités qui restent souvent cachées en nous. Mais la condition est bien celle-ci, l'effort conscient ou la souffrance volontaire, dans la signification que je leur ai donnée évidemment à ces mots. Quand je suis ici en stage, durant la méditation, j'ai l'impression d'avoir plus d'opposition que chez moi. Je me demandais, en fait... Non, il faut arrêter de te demander maintenant. Vous voyez ? Il me demande une explication pour quelque chose. Évidemment que je peux lui en donner 1 ou 10. Mais qu'est-ce qui est plus intéressant ? De quoi est-ce que je viens de parler ? Il est beaucoup plus intéressant pour toi simplement de laisser de côté toutes tes pensées théoriques à ce sujet et de commencer à faire cet effort conscient supplémentaire. Et si tu le fais, tu vas dépasser ce stade où ces pensées te perturbent davantage et tu vas comprendre pourquoi elles te perturbent. Donc tu auras la réponse à ta question, mais par toi-même, par ta véritable recherche intérieure, simplement en faisant cet effort supplémentaire. Et en même temps, vous voyez, beaucoup d'entre vous n'ont pas compris que dans la méditation, les pensées qui viennent ne sont pas un problème. Les pensées sont un problème pour tous ceux qui ne comprennent pas ce qu'est la méditation. Mais c'est comme ça que c'est décrit en général. Il faut combattre les pensées. Non. Les pensées sont comme la respiration. C'est quelque chose qui passe. Dès que vous arrivez à vous installer dans l'observateur ou dans un être plus tranquille en vous-même, dans cet espace de l'observateur, que nous appelons par abus de langage l'observateur, alors qu'en fait, ce lieu n'est qu'observation, c'est un lieu de non-dualité. Dès que vous êtes installé là, les pensées font partie de la méditation et
elles sont laissées à leur propre nature. Et leur propre nature, c'est elles viennent et elles partent. Elles naissent dans la conscience et elles disparaissent dans la conscience. Et chaque fois qu'elles naissent, elles prennent un peu d'énergie, et chaque fois qu'elles disparaissent, elles laissent un peu d'énergie. Ce qui fait que la méditation, grâce à ce processus, rarement les gens expliquent les choses, grâce à ce processus de naissance des pensées, où une énergie est utilisée, et de passage et de dissolution de la pensée, où une énergie résiduelle reste, cette énergie sert à approfondir l'état méditatif. Donc, il ne faut pas vouloir arrêter la pensée. Dans le zen, on appelle ça une maladie. Vouloir arrêter, c'est la maladie des méditants, de vouloir arrêter la pensée, parce qu'à ce moment-là, on tombe dans un état qui est pire que le sommeil encore, qui est une paralysie du processus d'approfondissement de la méditation grâce à la pensée. Moi, je pensais à la souffrance quand vous dites la laisser passer sans plainte, sans émotion, sans... moi, c'est encore faire un effort conscient, ça me paraît accessible, mais la souffrance, je trouve que c'est beaucoup plus difficile. La souffrance volontaire, face à ce qu'on ne peut pas changer. Oui, même ça, c'est difficile. Enfin, oui, c'est difficile. Oui, c'est même douloureux. C'est pour ça qu'on dit... Surtout la révolte. Enfin, parfois, il y a aussi un sentiment. Ah oui. C'est ça ce qu'il faut dépasser. Non, c'est ça ce qu'il faut dépasser. Il y en a qui, face à la souffrance liée à des choses qu'on ne peut pas changer, il y en a qui dépriment, qui se plaignent, d'autres qui se révoltent. Mais ce sont des réactions qui sont des réactions, on va les appeler comme ça, immatures tout simplement. Immatures dans le sens de l'incompréhension de la signification réelle de cette souffrance, qui normalement doit te permettre non pas de te plaindre, non pas de te révolter, mais de trouver l'attitude juste. Je parle bien de la souffrance qu'on ne peut pas changer. Oui, des choses qu'on ne peut pas changer. Qui doit te permettre, parce que tu ne te plains pas, parce que tu ne te révoltes pas, tu trouves l'attitude juste. Et l'attitude juste, c'est sans plainte et sans révolte, c'est dans une espèce de droiture et de force que donne la souffrance volontaire. Mon problème, c'est que souvent, je crois que je peux changer quelque chose. Alors, je commence d'abord à m'agiter longtemps avant de réaliser que je ne peux rien changer. Et au départ, il y a ce réflexe de penser que je peux changer. Ce qui signifie que le premier problème, quel est-il ? Le premier problème est le problème du discernement. Et donc, un premier travail, c'est l'acquisition du discernement, de façon à distinguer ce qu'on va pouvoir changer facilement ou avec de grands efforts parfois, et ce qu'on ne peut pas changer. Et là, les efforts sont inutiles, mais l'état d'esprit de la souffrance volontaire est à sa place. Évidemment qu'il y a des efforts conscients dans cette souffrance volontaire. Souvent, nous parlons du silence intérieur comme quelque chose vers lequel nous pouvons tendre. On peut comparer au silence extérieur. Qu'est-ce que c'est le silence extérieur ? Est-ce qu'il n'y a pas de bruit ? Est-ce qu'il n'y a pas de son quand il y a le silence extérieur ? Il y a toujours des sons. Certains que nous entendons et d'autres que nous entendons moins, parce que nos oreilles ne sont pas faites pour entendre tous les sons. Mais il y a constamment des sons. Et à l'intérieur, c'est comme ça aussi. Il y a constamment des sons, il y a constamment des pensées, il y a constamment des activités, par exemple du cerveau. Constamment. Le problème n'est pas le bruit ou les pensées. Le problème est dans quel état est ta conscience ? Dans quel état est la relation entre ton essence et ta conscience ? Et si tu es dans ce que j'appelle le silence intérieur, tout le monde peut crier autour de toi et tes pensées peuvent même défiler. Il y a même un moment
au cours de l'évolution dans l'état méditatif, où dans ce silence intérieur, on devient conscient du processus de naissance des pensées. Ce que je décrivais tout à l'heure comme une pensée qui commence à se former dans ce vide de la conscience, ce vide de l'esprit, si tu veux. Une pensée commence à se former et on voit la naissance de la pensée. Et soit on peut l'arrêter parce qu'on a autre chose à faire, ou on peut la laisser croître. Et ensuite, on voit que le processus typique de la pensée, c'est une allumette qu'on frotte et elle se consume et ça disparaît. Et dans la méditation, avec certaines techniques spécifiques, petit à petit, on prend contact avec ces processus de la pensée. Et le silence, c'est l'état de ta conscience. Ce n'est pas le problème des pensées. Merci. Pour être sûr de comprendre un peu ce dont nous parlons, c'est de considérer que nous avons décidé de tous les événements, toutes les situations de notre vie, toutes les rencontres de notre vie. Voilà. Et si nous restons avec ça, nous sommes tout proches de la réalité, qui est beaucoup plus complexe que tout ce qu'on peut en dire en paroles. Ce monde n'est pas tissé par un cerveau humain. Notre monde n'est pas fabriqué par un cerveau humain et c'est avec celui-là que nous essayons de comprendre ce dont nous parlons au cours de ce stage. Alors donc... Le cerveau humain est quelque chose d'extrêmement complexe. La pensée humaine est quelque chose de terriblement banal. Et c'est avec cette pensée qui n'est qu'une espèce un aspect miroitant du cerveau que nous essayons de comprendre le monde. Impossible à comprendre le monde. C'est pour ça qu'il existe 10 000 théories. La réalité est qu'il faut accéder à une autre dimension dans laquelle nous pouvons aussi entrer en contact avec toutes ces forces qui sont à l'œuvre dans le monde et dans les mondes et qui ont contribué à former le monde tel que nous le percevons et nous-mêmes dans ce monde. Et maintenant, autre question ? Oui, c'était par rapport aux techniques énergétiques qu'on applique depuis quelque temps. Ça intervient comment dans notre karma ? Est-ce que ça permet d'accélérer ou c'est aussi quelque chose qu'on a décidé ? C'est quelque chose qu'on a décidé. Donc ça n'a rien à voir avec l'accélération de notre karma ? Si, beaucoup. Nous allons y venir. Problème de la majorité des gens. Ils veulent comprendre pour pouvoir... Et ils disent ensuite, je vais pouvoir agir et faire l'effort. Et dans 80% des cas, ça ne fonctionne pas. Donc, faire l'effort pour comprendre. Ou faire l'effort et comprendre, alors. Oui, mais ta question va plus loin, oui. Il y a une autre attitude qui est de persévérer dans l'erreur. C'est la même réponse qu'il faut acquérir du discernement. Et comment est-ce qu'on acquiert du discernement ? Je peux regarder ma vie, tu vois, si je regarde ma vie en arrière, je peux la regarder d'une façon, en me disant toutes les belles choses que j'ai faites. Il y en a quelques-unes. Et je peux regarder de l'autre côté toutes les erreurs que j'ai faites. C'est une grande ligne aussi. La plupart des belles choses que j'ai faites, j'en avais le don et les talents. Tous les efforts sont nés de toutes les erreurs que j'ai faites. C'est là que j'ai évolué. Donc le manque de discernement ne me fait pas peur, à condition que je ne me trompe pas 2 fois. Ça, on appelle ça de la bêtise après. L'intelligence, c'est d'abord de comprendre et d'accepter de pouvoir se tromper et de tirer une leçon de l'erreur. Et le discernement, vous savez, à 20 ans ou à 18, parfois même à 16, on pense le posséder. Moi, je pense que sous 45 ans, personne ne le possède. Et après, ils sont relativement rares. Parfois, certains possèdent un discernement spécialisé, par exemple dans leur profession, oui, ou dans une autre forme d'activité. Mais le véritable discernement quant au sens de leur vie, ça c'est rare. Mais pas impossible. Et tous ceux qui pratiquent sérieusement un chemin arrivent à ça. Et surtout, ils perdent toute crainte de faire des erreurs.
parce qu'ils ont travaillé leurs traits négatifs du caractère de la peur. Juste une condition, avoir tout essayé pour régler un problème et voir qu'il est insoluble. Et à ce moment-là, on est dans l'acceptation, on est dans la souffrance volontaire, et à travers elle, on peut accéder ensuite à un de ses dons pour dépasser cette souffrance volontaire. Et ces dons et ces talents sont toujours cachés dans l'essence pour la plupart des gens. Et donc on ne peut jamais accéder à l'essence s'il n'y a pas un effort qui est fait pour dépasser les oppositions. C'est bien ça le principe. Sinon, on reste au niveau de la personnalité, comme un être humain ordinaire. Celui qui dit être sur un chemin, il ne peut pas rester ordinaire. Il est obligé de faire quelque chose de chaque situation qui arrive dans sa vie. Il est obligé de l'utiliser pour évoluer. Et il l'utilise à travers l'effort conscient, qui est simplement parfois, dans la plupart des situations, c'est simplement être conscient de soi, le rappel de soi, cette présence à soi, qui demande un effort. Ça, c'est le plus simple. Et quand il s'agit de difficultés plus importantes, il s'agit de l'effort conscient où il faut aller chercher au fond de soi. Et là, un dépassement devient possible à travers les dons ou les talents qu'on a développés. Sinon, on reste tout simplement ordinaire, banal, en réalité, lorsqu'on regarde la vie médiocre. Quand vous regardez la vie des gens autour de vous, vous vous rendez bien compte qu'ils mettent en œuvre de la volonté pour dépasser les oppositions, pour dépasser tout ce qui est souffrance et tout ça. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit sur un chemin intérieur. Sur un chemin intérieur qui dit qu'est-ce qu'on fait avec les techniques énergétiques. Par exemple, mais techniques énergétiques, c'est un outil ou une dizaine d'outils du type énergétique. Il existe toutes sortes d'autres outils, comme le simple rappel de soi, comme la pratique méditative, comme, qu'est-ce qu'il y a encore ? Les mouvements, comme la non-manifestation des émotions négatives et leur transformation intérieure, comme un questionnement direct, un questionnement du lâcher-prise. Tout ça sont les outils, ou comme l'attitude noble qu'on décide d'avoir, ou comme l'attitude de service qu'on a, etc. Tout ça sont les outils du chemin. Mais est-ce que le don et le talent, c'est justement de pouvoir les utiliser, les bons outils au bon endroit et au bon moment? C'est pas ça le talent? Non, ça c'est de la mémoire. C'est de la mémoire, se souvenir qu'on peut le faire. Et certains développent une bonne mémoire. Vous savez ce que c'est la mémoire? C'est le rappel de soi. C'est le rappel. Celui qui pratique ça, il se rappelle. Au bon moment, au moment juste, l'outil juste. Parce qu'on a besoin d'un outil. Oui. Le problème de la plupart des gens, c'est pas qu'ils manquent de dons ou de talents. Je sais que parmi vous, il y en a qui ont des complexes d'infériorité. Et donc, ils pensent qu'ils n'ont pas de talent, pas de dons, ou qu'ils n'ont jamais pu les développer. Vous voyez ? Tout ça est faux. Nous sommes tous pleins de talents et pleins de dons. Le problème n'est pas les dons et les talents que nous avons. Le problème, c'est comment y accéder. La plupart, beaucoup de gens, peut-être pas la plupart, mais beaucoup de gens restent dans une espèce de médiocrité sur le chemin, tout simplement parce qu'ils n'utilisent pas les outils ou les moyens pour accéder à leurs dons et à leurs talents, pour accéder à leurs ressources et pour accéder à leur véritable énergie. C'est la raison pour laquelle les techniques énergétiques, globalement, sont tellement intéressantes. Pas pour tout le monde, mais pour la majorité des personnes. Parce qu'elles permettent de se connecter à l'énergie en soi. Et à ce moment-là, ceux qui pratiquent certains types de techniques énergétiques savent que en pratiquant simplement une technique énergétique, soudain, la pensée étriquée qu'on avait au sujet de quelque chose, une difficulté où on coinçait, eh bien soudain, on a comme une pensée de sagesse, c'est-à-dire qu'on comprend réellement la situation et qu'on discerne clairement de quoi il en retourne. Pourquoi ?
Parce qu'en utilisant la technique énergétique, on s'est connecté à sa réelle énergie de vie. Et celle-là est pleine de sagesse aussi. Elle apporte une réponse même à la pensée. J'ai observé beaucoup, et j'ai écouté beaucoup, et beaucoup m'ont écrit comment ils les utilisaient. Et je vois bien qu'ils se limitent à quelque chose de mécanique. En réalité, il faut partir à la recherche intérieure. Oui, et il faut chercher toujours des aspects nouveaux de la problématique. Il faut se rendre vulnérable aussi par rapport à ça. Et il faut surtout chercher ce qui bloque, les blocages de l'énergie, justement. C'est pas simplement la situation, c'est qu'est-ce qui nous met dans cette situation, qu'est-ce qui nous fait souffrir. On apprend ça au départ. Dans les techniques énergétiques, on apprend la chose, une technique de départ, et ensuite il faut l'approfondir. Et soit on arrive à approfondir par soi-même, certains arrivent à faire ça, les autres, évidemment, sont obligés de suivre d'autres enseignements qui leur permettent d'approfondir ces techniques et d'en voir d'autres aspects. Les niveaux supérieurs de la plupart de ces techniques sont d'une importance capitale. Vous voyez, moi j'ai hésité pendant presque plus de 20 ans à enseigner le Reiki. Pourquoi ? Parce que je voyais comment il était pratiqué, enseigné. Pratiqué souvent de façon très bonne et très belle. Enseigné d'une façon lamentable. C'est-à-dire qu'on n'avait plus aucun contact avec les véritables sources et pas de contact avec la réalité de tout ce qu'il y a derrière cette technique qui est une des plus belles qui soit. Et c'est la même chose pour toutes les techniques énergétiques. La plupart des individus, même qui enseignent ces techniques, utilisent uniquement l'élément technique, alors que derrière, il y a d'autres forces. Il y a des forces beaucoup plus puissantes encore. Et c'est parce qu'on sait que ces forces existent et que quelqu'un qui a accès à ces forces vous dit comment vous pouvez y avoir accès aussi, que ça peut donner son plein effet après. Surtout quand on l'applique à soi-même. Ô fille de la terre, je veux t'enseigner la confiance en l'éternité. Souviens-toi que tu portes l'éternité en toi, que sa force agit en toi et qu'elle veille à ta subsistance. Souviens-toi que tu portes l'éternité en toi, que sa force agit en toi et qu'elle veille à ta subsistance. Alors toi, veille à réaliser son œuvre. Ô fille de la terre, je vais t'enseigner la confiance en l'éternité. Souviens-toi que tu portes l'éternité en toi, que sa force agit en toi et qu'elle veille à ta subsistance. Souviens-toi que tu portes l'éternité en toi, que sa force agit en toi et qu'elle veille à ta subsistance. Alors toi, veille à réaliser son œuvre. Son œuvre. Ô fils de la terre, je vais t'enseigner la confiance en l'éternité.
pas